Harry Truman griffonnait, le 30 octobre 1947, les sujets qu'il ne devait pas omettre d'aborder avec le secrétaire d'État à la Défense. Après 2 questions sur la mise en œuvre du plan Marshall, l'écriture hâtive du président poursuit. Les implications militaires d'une attaque par satellite. A. Avons-nous besoin d'un plan pour y faire face? B. Devons-nous agir pour en mettre un sur pied? En chef d'État prévoyant, ayant une vision à long terme de la défense de son pays, Truman prenait ses précautions. L'année précédente, le projet RAND avait été mis de côté, mais la question des satellites était dans l'air, et l'autre côté aurait pu être rapidement capable d'en mettre sur orbite à moins que le président n'ait pensé à ces objets, énormes et mystérieux, récemment détectés en orbite autour de la Terre, à des altitudes de 160 et 800 km sur des trajectoires circulaire. Truman en avait personnellement confié l'étude à l'astronome Clyde Tombaugh, c'est lui qui avait découvert la planète Pluton en 1930. Le 20 août 1949, celui-ci décrira en détail un ovni qu'il aura observé. Mesdames, Messieurs, nous interrompons les émissions sur tout le territoire des États-Unis, car des événements graves se déroulent en ce moment dans la région de la capitale. Des échos non identifiés sont détectés au-dessus du Pentagone et de la Maison-Blanche, en plein milieu de la zone interdite. Une interception a été déclenchée. Nous vous demandons de rester près de vos postes et de ne pas quitter l'écoute. L'émission interrompue reprendra une demi-heure plus tard, en cette soirée du 19 juillet 1952, en pleine guerre de Corée et alors que tous les militaires ne sont pas au courant de la politique de blackout sur les ovnis décidée par Truman quelques années auparavant. Cette fois, trop de témoins assistent à la scène, et le président ne peut qu'entendre les informations, heureusement succinctes, que donne la radio. Ces fameux échos radars peuvent s'immobiliser, se déplacer à faible vitesse ou accélérer brutalement. Ils effectuent des manœuvres impossibles, comme des virages à 90 degrés sans ralentir, changeant de direction sans transition. Des chasseurs F-94 sont envoyés à leur poursuite, sans succès. 2 radars enregistrent les échos simultanément, ce qui exclut l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement. D'ailleurs, les contrôleurs aériens observent visuellement un véritable carrousel de lumière ponctuelle au-dessus de la capitale des États-Unis, observation confirmée par l'équipage d'un avion civil. Harry Truman a-t-il eu la bonne idée de prendre le frais sur la pelouse? Jean-Gabriel Grellet, OVNI, un pilote de ligne parle. La signature de Truman a été utilisée pour fabriquer le faux mémorandum du 24 septembre 1947, qui parle d'une opération Majestic-12. Ce papier a été lancé dans l'arène ufologique en 1984, d'une façon parfaitement anonyme, et cette affaire a absorbé une énergie considérable pendant des années, jusqu'à ce que la preuve soit faite qu'il ne s'agissait que d'un montage. Un gain de temps pour qui? Dwight Eisenhower, le président qui déclara, le 16 décembre 1954, que les soucoupes volantes n'existent que dans l'imagination de ceux qui les voient, aurait-il pu rencontrer, en personne, sur le tarmac d'une base de l'Air Force, des occupants d'un vaisseau extraterrestre, et avoir avec eux une conversation substantielle? L'événement aurait eu lieu le 20 février de la même année, selon des sources réputées sérieuses, comme le comte de Clancarty, honorable membre du Parlement britannique, plus connu des ufologues sous le nom de Brinsley le Poétrange. Eisenhower était en vacances à Palm Springs quand il fut appelé à la base aérienne de Muroc, appelée plus tard Edwards Air Force Base. Le président devait avoir une conférence de presse ce jour-là, mais n'y parut pas. Il était officiellement chez le dentiste bien qu'aucun journaliste ne parvint à savoir quel dentiste le traita ce 20 février 1954. Selon Lord Clancarty, l'affaire lui a été rapportée par un ancien pilote d'essai de l'Air Force, qui faisait partie des 6 personnes qui rencontrèrent les extraterrestres avec Eisenhower. Sa présence avait été requise en raison de sa réputation et de ses capacités de pilote d'essai. Comme conseiller technique, le pilote raconta alors Clancarty, 5 vaisseaux extraterrestres différents atterrirent sur la base. 3 étaient des soucoupes et 2 avaient une forme de cigare, et comme Eisenhower et son petit groupe regardaient, les aliens débarquèrent et s'approchèrent.
Ils avaient l'air d'être humains, mais pas tout à fait. D'après le pilote d'essai, ces êtres avaient un aspect humain, mais ils étaient disproportionnés. Ils avaient cependant les mêmes tailles et poids apparents qu'un humain ordinaire, et pouvaient respirer sans l'aide d'un masque ou d'un casque. Le pilote dit qu'ils parlaient anglais et qu'ils demandèrent à Eisenhower d'entreprendre un programme d'éducation pour le peuple des États-Unis, et par la suite pour le monde entier. Eisenhower, paraît-il, répliqua qu'il ne pensait pas que le monde fût prêt pour cela. Il dit que son souci était que l'annonce de l'arrivée d'extraterrestres sur notre planète ne causât une panique. Les aliens se rangèrent à cet avis, disant qu'ils continueraient à contacter des personnes isolées jusqu'à ce que les habitants de la Terre se fussent habitués à leur présence. D'après le pilote d'essai, ils firent une démonstration de leurs vaisseaux spatiaux au président. Ils lui montrèrent aussi comment ils pouvaient se rendre invisibles. Ceci mit le président mal à l'aise, parce qu'aucun de nous ne pouvait les voir, alors que nous savions qu'il était toujours là. Ensuite, les extraterrestres remontèrent dans leurs appareils et s'en allèrent. Le pilote dit encore alors Clancarty que jamais il n'avait parlé de cette rencontre à personne, et que tous les autres témoins de ces événements étaient morts à ce jour. Timothy Green Beckley, UFOs Among the Stars. Il existe d'autres versions de cette histoire. Jacques Vallée, dans son ouvrage OVNI, La Grande Manipulation, mentionne, avec des pincettes, un certain Gerald Light, selon lequel Eisenhower aurait fait cette expédition à Muroc une nuit dès avril 1954. Ce même Light aurait lui-même visité la base aérienne en question, en compagnie de Franklin Allen, des journaux Hearst, d'Edwin Nourse, de l'Institut Brookings, et de l'évêque McIntyre, de Los Angeles. On l'avait autorisé, affirme-t-il, à entrer dans la section secrète, et à s'y promener pendant 2 jours. Il déclara avoir vu 5 vaisseaux spatiaux de types divers que les officiers de l'armée de l'air touchaient et examinaient avec le concours et l'autorisation des Éthériens. William Milton Cooper, pour sa part, prétend que cette rencontre fut en fait la deuxième une précédente visite de ces éclaireurs en provenance d'une planète orbitant autour de Bételgeuse, s'étant déjà produite à Holloman Air Force Base. Au cours de cette seconde entrevue, Cooper dit qu'un traité fut signé, établissant les modalités d'une présence et d'une collaboration secrète des aliens avec le gouvernement américain. Le crédit de M. Cooper dans les milieux ufologiques n'est cependant pas très solide. John Kennedy est le seul président dont on sache de façon certaine qu'il a visité le Groom Lake Air Force Range, dans la fameuse Area 51. C'était en 1962, 7 ans après l'installation de cette base où furent menées des recherches de pointe en relation avec les ovnis. Kennedy avait dû être briefé sur les ovnis par le Dr Donald Mansell, membre dès les années 30 d'un organisme qui devint plus tard la National Security Agency, NSA, et qui avait aussi travaillé pour la CIA dans un domaine qu'il n'est pas très difficile de deviner, puisqu'il publia en 1953 déjà un ouvrage intitulé Flying Saucer dans lequel il expliquait les ovnis par des phénomènes optiques. 2 autres livres suivront, consacrés eux aussi au debunking. Donald Mansell, que les fort contestés documents de Bill Moore désignent comme un membre du MJ-12, avait écrit à Kennedy dès son élection pour l'entretenir de sujets ayant un rapport avec l'espace sans prendre le risque de préciser, dans une correspondance qu'il savait devoir être lue par le secrétariat du président élu. Cette correspondance a été retrouvée par Stanton Friedman, ainsi que d'autres documents indiquant que Mansell jouissait d'un accès à un très haut niveau de confidentialité dans les affaires touchant à la défense nationale. Il était l'homme qu'il fallait pour introduire le nouveau président dans le secret des dieux. Voir Jean Sider, Ultra Top Secret. Selon des ingénieurs de la NASA, Kennedy aurait été mis au courant de manifestations de vie à la surface de la Lune, ce qui l'aurait poussé à lancer le programme spatial américain entièrement ciblé sur la conquête du satellite terrestre. En effet, des observations astronomiques avaient décelé, depuis le début des années 50, des anomalies sur la surface du sol lunaire, mais ces observations ont toujours été plus ou moins étouffées. À ce sujet, voir l'ouvrage d'Alfred Naon, La Lune et ses défis à la science.
Kennedy était suffisamment informé du phénomène pour aller jusqu'à déclarer, en février 1961, « Je suis maintenant convaincu que nous recevons la visite de vaisseaux spatiaux provenant d'autres mondes. » Quelle imprudence! Johannes von Butler, OVNI. Nous ne sommes pas seuls. Le frère du président, le sénateur Robert Kennedy, écrivit dans une lettre à Gray Barkey. Comme vous le savez, je possède une carte de membre des Amalgamated Flying Saucer Club of America. Ainsi, comme beaucoup d'autres personnes, je m'intéresse au phénomène des soucoupes volantes. C'est un sujet fascinant qui est à l'origine d'œuvres de science-fiction comme de recherches scientifiques sérieuses. Je considère avec grand intérêt tous les rapports d'objets volants non identifiés, et j'espère qu'un jour nous en saurons plus sur ce sujet intrigant. Je suis favorable à une recherche plus poussée dans ce domaine, et j'espère qu'une fois pour toutes nous serons en mesure de déterminer ce qui est vrai à propos des soucoupes volantes. Tim Beckley, UFOs Among the Stars. Cette correspondance au fort relent électoraliste prête à sourire en regard de ce qui précède. Les liens très étroits qu'il y ait les deux frères sont en effet bien connus, et il est plus que probable que ce sujet fût évoqué entre eux, comme tous les autres. En rentrant de sa tournée historique en Allemagne en été 1963, Kennedy, à bord de son avion Air Force One, lut les journaux que son staff avait embarqués en Europe. Parmi ceux-ci, un journal anglais montrait sur sa première page une photo de deux ovnis. En le lui remettant, le steward William Holden avait demandé au président ce qu'il en pensait. « Qu'en pensez-vous, vous-même » avait rétorqué Kennedy. « Eh bien, j'ai grandi dans une ferme, en Géorgie, » dit Holden, qui a rapporté cette anecdote à Michael Hesemann. Et je crois que Dieu, dans son infinie sagesse, n'a certainement pas créé autant d'étoiles et de galaxies pour rien. Je crois qu'il est faux de penser que nous sommes les seuls. Vous avez raison. Approuva le président. Holden eut l'impression que Kennedy en savait beaucoup plus, mais qu'il ne voulait pas en parler. Hesemann et Manl, Bayon Roswell. Une affaire plus pénible a entaché la courte vie de John Kennedy, la mort subite, par suicide, de Marilyn Monroe. Le suicide de l'actrice ne semblait faire aucun doute dans l'opinion, jusqu'à ce qu'un journaliste, Milo Periglio, mette la main sur un rapport top secret de la CIA, daté du 3 août 1962, soit 2 jours avant le décès de Marilyn. Dans ce rapport, établi à partir de l'enregistrement de 2 conversations téléphoniques, entre le reporter Dorothy Kilgallen et son ami Howard Rothberg d'une part, et entre Marilyn Monroe et le procureur général Robert Kennedy d'autre part, on parle du crash d'un vaisseau spatial et de corps récupérés et d'un sujet nommé Marilyn Monroe, qui menaçait de raconter ce qu'elle savait à ce sujet, par dépit après son abandon par le président et son frère Bob. Les conversations interceptées par la CIA font état d'une visite du président Kennedy dans une base secrète pour y inspecter des choses d'outre-espace. Le rapport mentionne clairement l'intention du sujet, de tenir une conférence de presse et de tout dire. 2 jours plus tard, Marilyn était trouvée morte dans sa villa de Hollywood. Hesemann et Manl, Bayon Roswell. Lyndon Johnson, le président de la commission Condon, n'imaginait pas ce qu'il allait découvrir au moment de sa prise de fonction. Kennedy ayant eu la fin que l'on sait, Johnson devint président sans être élu. C'est Jacques Bergier, qui fut, entre autres, membre de l'OSS et resta toute sa vie en contact avec les services, qui nous le révèle dans son ouvrage La Grande Conspiration russo-américaine. Ce livre fut écrit en 1977, donc avant la découverte des documents du MJ-12 par William Moore, ce qui rend l'anecdote particulièrement intéressante. Aussitôt qu'il investit le bureau ovale à la Maison-Blanche, Johnson fut informé de l'existence d'un groupe de pouvoir assez secret pour qu'il dût l'ignorer pendant sa vice-présidence. Ce groupe était désigné par l'appellation 5412, simple référence à la date de sa constitution, sous sa forme en vigueur en 1963 décembre 1954. Il était constitué d'une quarantaine de spécialistes et aucune décision présidentielle ne pouvait être prise sans son aval. Johnson en conçut, sur le moment, une forte contrariété, qu'il ne put s'empêcher d'exprimer, informant à cette occasion,
quoique involontairement, certaines personnes qui auraient dû rester dans l'ignorance, et qui furent à l'origine de la fuite dont nous bénéficions aujourd'hui. Le sigle 5412 est souvent cité comme équivalent de MJ-12 dans maintes études à ce sujet. La précision apportée par Bergier est un élément dont aucun ufologue, à notre connaissance, n'a fait état jusqu'à présent. Johnson s'intéressa de près aux ovnis, il y fut contraint par la vague d'observations de 1965-66 aux USA qui remplit la presse de rapports émanant souvent de personnalités, comme le gouverneur de la Floride en avril 1966, accompagné de journalistes du Miami Herald lors de la rencontre de son avion avec un ovni. Il dut se sentir tout à fait à l'aise avec le problème, puisqu'il avait été l'un des sénateurs et membres du Congrès à qui le rapport confidentiel du NICAP, contenant des documents prouvant l'existence des ovnis, avait été adressé. Dans une réponse au NICAP, le 6 juillet 1960, le sénateur Johnson faisait savoir qu'il avait ordonné au personnel du Sénat Preparedness Investigating Subcommittee TE, un siècle, de garder une attention soutenue au développement du phénomène OVNI, et de faire rapport sur toute observation significative et sur les enquêtes de l'Air Force relatives à ces observations. Congressional Record, Appendy, Septembre B2, 1960, publié par Jean Sider, aux Conférences internationales du travail. Lyndon Johnson écrivit lui-même à un correspondant: « J'ai personnellement transmis votre intéressant document au bureau du PI. Vous n'ignorez sans doute pas que j'ai donné des ordres pour que l'affaire soit suivie de très près, et pour que l'on m'informe en permanence de toutes les apparitions d'ovnis significatives, confirmant ainsi le vif intérêt qu'il prenait à cette question. » Johannes von Butler, aux Conférences internationales du travail. Richard Nixon n'avait pas que des ennemis. Parmi ses fidèles amis se trouvait Jackie Glazon, un animateur célèbre aux USA. Il est décédé en 1987. Glazon était un mordu des soucoupes, il possédait des centaines d'ouvrages sur le sujet, était abonné à des revues spécialisées, et avait même fait construire sa maison de Peekskill, New York, en forme de vaste soucoupe qu'il appelait son vaisseau mère. Il avait observé à 2 reprises des ovnis en Floride, et était certain que ces objets venaient d'un autre monde. Quand Larry Warren, qu'auteur du livre Left at East Gate, commença à parler publiquement de l'affaire de Bentwater, Jackie Glazon, qu'il avait vu à la télévision, l'invita pour bavarder un peu. Il l'interrogea longuement sur ce qu'il avait vu dans cette base de l'Est de l'Angleterre, en décembre 1980. Puis à son tour, il lui fit une confidence. « Je vais vous dire une chose, qui de toute façon finira par être connue un jour, nous les avons. » « Nous avons quoi ? » demanda Warren. « Les extraterrestres, » dit Glazon. Et il poursuivit en racontant cet épisode inoubliable de son existence. « C'était quand Nixon était encore en poste qu'une chose vraiment étonnante m'arriva. Nous étions de bons camarades de golf, et nous avions déjà joué toute la journée quand, autour du 15e trou, le sujet des ovnis vint dans la conversation. Peu de gens le savent, mais le président partage mon intérêt pour ces choses-là et il a chez lui une bonne collection de bouquins sur les ovnis, tout comme moi. Pour certaines raisons, cependant, il ne m'avait jamais confié ce qu'il savait personnellement être véridique, une de ces raisons étant qu'il était toujours entouré par d'innombrables aides et conseillers. Plus tard dans cette même soirée, les choses allaient changer radicalement. Richard Nixon est venu chez moi vers minuit. Pour une fois, il était seul. Il n'y avait pas d'agent des services secrets avec lui, ni personne d'autre. Glazon apprit plus tard que les services de sécurité étaient sur les dents en cherchant Nixon partout. Je lui dis, « Monsieur le Président, que faites-vous ici ?» Et il me dit qu'il voulait m'emmener quelque part et me montrer quelque chose. Je suis monté dans sa voiture privée et nous avons foncé dans la nuit. Je ne découvris notre destination qu'en y arrivant, c'était Homestead Air Force Base. Je me souviens que nous sommes arrivés au portail et qu'un jeune masse-emploi s'est avancé pour nous contrôler, sa mâchoire est tombée quand il a vu qui était au volant. Il a vaguement salué et nous sommes entrés. Nous sommes allés tout au fond de la base, dans une zone interdite, et nous avons fini par stopper devant un bâtiment fortement gardé. Les gars de la sécurité ont fait un pas en arrière en nous voyant et nous avons pénétré à l'intérieur.
Il y avait là un certain nombre de labos que nous avons traversés avant d'entrer dans une section où Nixon me montra ce qu'il dit être les restes d'une soucoupe volante, emballée dans plusieurs grosses caisses. Ensuite, nous pénétrâmes dans une chambre où se trouvaient 6 ou 8 frigos comme ceux qu'on utilise pour le Coca-Cola, avec une vitre sur le dessus. À l'intérieur se trouvaient les restes mutilés de ce que je pris tout d'abord pour des enfants. Puis, en les examinant mieux, je m'aperçus que certaines de ces dépouilles semblaient assez âgées. La plupart étaient terriblement mutilées, comme si elles avaient eu un accident. Somme toute, c'était une vision pathétique. À un moment, le président eut les larmes aux yeux, et je me rendis compte que ce n'était pas du tout sa manière de faire de l'humour. Ils étaient très petits, pas plus d'1 mètre. Ils avaient une peau grisâtre et des yeux bridés qui étaient enfoncés profondément. Je ne me souviens plus s'ils avaient 3 ou 4 doigts, mais ils n'étaient absolument pas humains. Aisément, Béon Roswell. Quand Gerald Ford était encore membre du Congrès, il a vigoureusement combattu contre ceux qui, dans les sphères du pouvoir, maintenaient le dossier des ovnis sous scellé. Après une vague d'observation dans son état de résidence, le Michigan, Gerald Ford a fait la déclaration suivante, dans la ferme conviction que le public américain mérite une meilleure explication que celle donnée jusqu'à maintenant par l'Air Force, je recommande vivement qu'il y ait l'enquête d'un comité sur le phénomène OVNI. Je pense que nous devons au peuple d'établir une crédibilité vis-à-vis des ovnis et de produire le plus d'éclaircissements possible sur ce sujet. C'était après que l'Air Force, par la bouche de son conseiller, J. Allen Inney, se fut ridiculisé en expliquant des observations d'ovnis par des gaz des marais déclenchant une campagne de presse sans précédent contre les déclarations stupides des militaires. Ford proposa que soit le Science of Astronautic Committee, soit le Armed Service Committee de la Chambre des représentants, agende des auditions sur le sujet des ovnis et invite à témoigner des membres de la branche exécutive du gouvernement, comme des personnes qui prétendent avoir vu des ovnis. Timothy Green Beckley, aux conférences internationales du travail. Le sous-comité eut bien son audition le 5 avril 1966, mais 3 personnes seulement furent invitées à y témoigner, toutes 3 liées à l'armée de l'air, Inney lui-même, Hector Quintanilla, qui était alors le chef du Project Blue Book, et Harold D. Brown, secrétaire de l'Air Force. Celui-ci déclara au comité qu'il n'avait pas de preuve de l'origine extraterrestre des ovnis, ni aucune indication que les ovnis représentassent une menace pour la sécurité du pays. Dennis Tassi, Cosmic Conspiracy, si Decade of Government UFO Cover-ups. Si Ford a eu la même surprise que Johnson après son élection, et on peut légitimement le penser, on ne s'étonnera pas qu'il ait oublié ses belles déclarations. Avant que Jimmy Carter ne devienne président, il promit d'ouvrir les dossiers secrets du Pentagone et de publier toute l'information que le gouvernement détenait sur les ovnis. Il est, bien sûr, revenu sur sa parole après son élection. Cette volte-face n'a fait qu'alimenter la rumeur d'un Watergate cosmique. Je ne me moque plus des gens qui disent avoir vu des ovnis, car j'en ai vu moi-même. Le président Jimmy Carter a fait cette déclaration en septembre 1973, lors d'un discours à Dublin, en Géorgie. Les journalistes l'ont bien sûr pressé de développer ce qu'il a fait. Il a dit qu'alors qu'il était en campagne pour le poste de gouverneur dans la petite ville de Leary, dans le sud de la Géorgie, c'était en octobre 1969, il se tenait à l'extérieur du hall où il allait s'adresser aux membres du Lion Club local et il vit un objet bleu, en forme de disque, dans le ciel. Quelques-uns des organisateurs du meeting étaient avec Carter quand l'objet apparut vers l'est. Le futur président bondit sur un magnétophone pour que sa description de ce qu'il voyait soit fidèlement enregistrée. Il continua de raconter aux journalistes, c'était à peu près à 30 degrés au-dessus de l'horizon et paraissait aussi grand que la Lune. C'est devenu plus petit et c'est devenu rouge, puis c'est redevenu plus grand. Les journalistes lui ont alors demandé quelle explication il donnait à cela. Il dit, c'était un moment très intense. C'était manifestement là et manifestement non identifié. Carter était assez emphatique à propos de son observation.
Son attaché de presse, Jody Powell, dit au reporter, « Je me souviens que Jimmy disait qu'il avait vu effectivement une étrange lumière, ou objet, dans le ciel nocturne, qui ne semblait pas être une étoile ou un avion, ou quoi que ce soit qu'il pût expliquer. Si c'est là votre définition d'un objet volant non identifié, alors je pense que c'est cela. » Powell ajouta, « Je ne pense pas que ça ait eu un grand impact sur lui, dans un sens ou dans l'autre. Je me risquerais à dire qu'il a vu des choses plus étranges et plus inexplicables pendant qu'il était au gouvernement. » Voilà une bien curieuse déclaration, quand on sait que Jimmy Carter avait trouvé l'observation suffisamment importante pour qu'il prît le temps et la peine de remplir un rapport détaillé de 3 pages et de l'envoyer à un groupe d'études privées sur les ovnis, le NICAP, qui enquêta sur cette affaire. Mais certains pensent que Powell laissait sous-entendre que Carter, devenu président, avait eu accès à des éléments bien plus troublants, comme des débris d'engins ou des cadavres d'occupants, dont le gouvernement américain serait en possession depuis la fin des années 40. Tim Beckley, aux conférences internationales du travail. Le 1er juillet 1976, le journal italien Eva Express publiait une interview téléphonique avec un certain Jeff. « Je me souviens très bien de cette nuit-là, j'étais près de mon père. D'abord, j'ai cru que c'était une étoile filante, et j'ai même dit à mon père de faire un vœu. Mais l'OVNI continuait de se déplacer et de changer de couleur. Mon père murmurait, « Regarde, Jeff, maintenant c'est rouge, maintenant c'est vert. » Mon Dieu! J'avoue que je commençais à trembler, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y pouvais rien. Interviewé à son tour, le père déclara. Je me dirigeais vers ma voiture, lorsque, tout à coup, je vis une masse incandescente dans le ciel étoilé, aussi brillante et aussi grande que la lune. Elle filait à une vitesse extraordinaire. Personnellement, je n'ai pas entendu de bruit, mais mon fils Jeff, qui était avec moi, me dit plus tard qu'il avait perçu un son métallique venant de l'OVNI. Nous sommes restés là, bouche bée, pendant 10 minutes au moins. L'OVNI nous survola pendant un moment, puis se dirigea vers le sud, changea de cap à plusieurs reprises, et se dirigea vers l'est. Finalement il disparut à l'horizon. Cette observation avait eu lieu en 1974, et le père du jeune Jeff n'était autre que Jimmy Carter. Jacques Vallée, OVNI, la grande manipulation. À en croire l'actrice Shirley MacLaine, en tout cas, le président Carter en connaissait un bout sur la question. Lors d'un Larry King Show sur une chaîne de télévision bien connue, elle a rapporté certaines conversations qu'elle avait eues avec lui. Il lui avait dit qu'il y avait effectivement eu des crashs et des corps retrouvés, mais qu'il ne pouvait pas et ne voulait pas divulguer des informations à ce sujet. Il avait ajouté que ce que Shirley avait écrit dans son livre Out on a Limb était essentiellement vrai. Voir RTK Bulletin numéro 5 du 22 mai 1995. Dans ce livre, paru en français sous le titre L'amour foudre dans la collection J'ai lu, on trouve entre autres un récit d'une expédition que l'actrice a effectuée dans les Andes, où des ovnis furent observés. La population locale les connaît bien, et raconte que ces objets volants exploitent du minerai dans les montagnes proches du lac Titicaca. Carter resta beaucoup plus circonspect quand, répondant à des étudiants qui lui demandaient s'il avait connaissance d'une preuve de l'existence des ovnis que le gouvernement détiendrait, il n'était alors plus président, il répondit que les militaires américains et les agences de sécurité enquêtaient activement sur les rapports concernant les UFOs, ajoutant cependant. Je n'ai jamais été informé d'aucun cas où il ait été prouvé qu'un quelconque véhicule était venu de l'espace dans notre pays et y était resté ou en était reparti. RTK Bulletin. Aurait-il sous-entendu que les objets qu'il avait vus avaient une autre origine? Le 15 janvier 1996, l'ex-président fut interviewé par des journalistes du Paul McKenna Show sur son observation d'OVNI, ainsi que sur les déclarations politiques qu'il avait faites avant d'être élu, demandant l'ouverture du dossier au public. Le journaliste, en 1976, vous aviez dit que vous tenteriez de mettre à disposition du public et des scientifiques toute information sur les autres observations d'OVNI. Pensez-vous y être parvenu? Carter, je n'en suis pas sûr, mais nous avons publié une grande quantité d'informations.
puis l'expression détendue et aimable de l'ancien président se fit très sérieuse et, avec de grands yeux et un haussement de sourcils, il ajouta. Mais je ne sais pas combien n'ont pas été publiés. L'anecdote suivante, concernant Ronald Reagan, a été rapportée par le journaliste Harold Salkin, après qu'il eut une conversation téléphonique avec Steve Allen lors de son émission radiophonique. D'après Allen, une personnalité très connue du show business, qui fut identifiée par la suite, il s'agissait de Lucille Ball, donnait une réception à Hollywood, à laquelle les Reagan étaient invités. Alors que les convives prenaient place à table pour le dîner, ils remarquèrent que le gouverneur de Californie n'était pas encore arrivé, bien qu'il fût attendu beaucoup plus tôt. Environ une demi-heure après le début du repas, Ronald et Nancy Reagan apparurent, mais ils étaient visiblement sous le choc. Ils dirent aux invités qu'il avait vu un ovni tandis qu'il longeait la côte en voiture, et qu'il avait pris le temps d'observer ses mouvements. Tim Beckley, aux conférences internationales du travail. Aucune information supplémentaire sur cette observation ne fut jamais rendue publique, contrairement à celle-ci, qui survint en 1974, quand le gouverneur Reagan volait sur Bakersfield. Je me trouvais à bord de mon avion, je regardais par le hublot et j'ai vu cette lumière blanche, raconta T.il, devenu président, au journaliste Norman Miller, chef du bureau de Washington du Wall Street Journal. Santiago se déplaçait en zigzag. Je suis allé vers le pilote et je lui ai demandé, « Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ?» Il était choqué et a répondu non, alors j'ai dit, « Eh bien, suivons-le. » C'était une lumière blanche, claire. Nous l'avons suivi jusqu'au environ de Bakersfield, puis à notre grande surprise s'est monté très vite dans le ciel. Après l'atterrissage, j'en ai parlé à Nancy. Et nous lûmes tout sur la longue histoire des ovnis. Interrogé par des journalistes au sujet de cette histoire, le pilote de Reagan, Bill Payte, s'en souvint aussi. À bord se trouvaient le gouverneur Reagan et 2 de ses gardes du corps. Nous volions dans un Cessna citation. Il était quelque chose comme 9 ou 10 heures du soir. Nous approchions de Bakersfield, quand le gouverneur Reagan et les autres m'ont fait remarquer une grande lumière blanche qui semblait venir à notre rencontre. Cela paraissait se trouver à quelques centaines de mètres. C'était une lumière particulièrement stable, avant qu'elle ne se mette à accélérer et semble alors allongée. Puis elle est partie d'un coup, à un angle de 45 degrés d'un instant à l'autre, elle passa d'une allure de vol normale à une vitesse vraiment fantastique. Miller demanda alors à Reagan s'il croyait aux ovnis. Quand je lui posai cette question, il me regarda d'un air effrayé. Il s'était soudain rendu compte de ce qu'il venait de dire et quelles conséquences cela pourrait avoir, et qu'il parlait à un journaliste. Il s'est alors vite repris et a répondu calmement, disons simplement qu'en ce qui concerne les ovnis, je suis un sceptique. Michael Ezeman, je aime ça UFOs. Le président Reagan semble cependant avoir été suffisamment marqué par ces observations pour évoquer à maintes reprises, dans ses discours, la possibilité d'une visite extraterrestre. Son intervention la plus connue est celle qu'il fit à l'ONU le 21 septembre 1987. Dans notre obsession des antagonismes du moment, nous oublions souvent tout ce qui unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin d'une menace extérieure, universelle, pour nous faire prendre conscience de ce lien commun. Il m'arrive de penser combien nos différences, partout dans le monde, s'évanouiraient rapidement si nous étions confrontés à une menace venant d'un autre monde, ajoutant qu'une telle force étrangère à la Terre pourrait déjà être parmi nous. Il avait déjà abordé le même thème lors de sa première rencontre avec Mikhaïl Gorbatchev, en novembre 1985, à Genève. J'ai dit au leader russe à quel point je pensais que sa tâche et la mienne seraient facilitées si ce monde était menacé par une autre espèce, d'une autre planète dans l'univers. Nous oublierions toutes les petites différences locales qui séparent nos pays. Cette déclaration n'a d'ailleurs pas échappé à Hafez el-Assad, président de la Syrie.
dans une interview accordée à un groupe de journalistes et publiée dans le numéro du 20 octobre 1986 du magazine Time, le chef de l'État syrien, ne cachant pas son intérêt pour les ovnis, suggéra, en parlant des relations URSS-USA, que seule une puissance extraterrestre pourrait apporter la paix entre les deux superpuissances. Fred Barnes, le rédacteur en chef de la New Republic, rapporte par ailleurs un dialogue entre Reagan et le ministre des Affaires étrangères Edward Shevardnadze, où le président demanda à haute voix à son interlocuteur, qu'arriverait-il si le monde devait faire face à une menace venant d'outre-espace. Ne pensez-vous pas que les États-Unis et l'Union soviétique s'uniraient ? Oui, absolument, répondit Shevardnadze, et nous n'aurions pas besoin pour cela d'une rencontre entre nos ministres de la Défense. Tim Beckley, aux conférences internationales du travail. C'est une idée qui ne sortait pas de la tête de Reagan. Jean Sider, aux conférences internationales du travail, mentionne encore les allusions à ce thème d'une menace extraterrestre faite le 4 décembre 1985 à la High School de Falston, Maryland, et le 4 mai 1988, durant une réunion au National Strategy Forum de Chicago. 2 jours plus tard, encore, le 6 mai, Ronald et Nancy s'embarquent dans l'hélicoptère présidentiel pour aller passer le week-end dans leur ranch. Avant que la porte ne se referme, Reagan dit aux journalistes agglutinés au pied de l'échelle, le plus sérieusement du monde, si quelque chose se produit, j'espère que tous les peuples de la Terre s'uniront. Dans le cas d'une invasion extraterrestre. Ronald Reagan, qui, pas davantage que ses prédécesseurs, ne devait être autorisé à en dire plus, avait manifestement un message à faire passer. Une rumeur, qui semble émaner d'un groupe ufologique canadien, fait état d'une rencontre de Reagan avec 3 EBE, des petits gris, le 2 mars 1982, rencontre qui laissa le président horrifié par l'aspect de ses interlocuteurs. Peut-être cet événement fut-il à l'origine de l'obsession de Ronnie pour les envahisseurs. Tout élément tendant à confirmer ou infirmer cette rumeur sera le bienvenu. Email, greppi@ovni.ch. Quand le film de Steven Spielberg E.T. est sorti, en 1982, une projection privée a eu lieu à la Maison Blanche, où le réalisateur fut invité. La rumeur court toujours, à Hollywood, que pendant cette projection, le président s'est penché vers Spielberg et lui a chuchoté à l'oreille, il n'y a sans doute pas plus de 6 personnes, dans cette salle, qui savent à quel point cela est vrai. En août 1995, le président Bill Clinton fêtait son 49e anniversaire dans le Wyoming, en compagnie d'une brochette d'invités prestigieux, parmi lesquels se trouvait Laurance Rockefeller. Ce solide octogénaire est connu pour son intérêt pour l'environnement. Il conseille en cette matière tous les présidents depuis Eisenhower. Mais Rockefeller est aussi de ceux qui ont fait pression sur l'administration Clinton pour l'ouverture du dossier des ovnis. Le New York Hometown Newspaper fait état, dans son édition du 24 août 1995, d'une correspondance selon laquelle Rockefeller a dit au conseiller scientifique de la Maison-Blanche, John Gibbon, que le gouvernement doit mettre fin à un blackout de plus de 40 ans sur les UFOs, en particulier sur le crash présumé d'un véhicule spatial à Roswell, nanomètre en 1947. Rockefeller a également financé une recherche sur les ovnis, menée par 3 anciens astronautes, ainsi que le projet d'un groupe qui espère établir des contacts extraterrestres au moyen de lasers. ORTK Bulletin. On ne connaît pas le détail des conversations qu'ont eues Clinton et Rockefeller, mais il serait étonnant que le financier n'ait jamais abordé la question des ovnis avec le président, et que celui-ci soit aussi ignorant du sujet qu'il l'a laissé croire lors de son pèlerinage en Irlande, répondant à un jeune garçon qui l'interrogeait sur l'état du dossier. « Moi aussi, j'aimerais savoir. » Bill Clinton semble être décidé à en avoir le cœur net à propos des ovnis, à en croire le capitaine John M.C. Andrew, de l'UCL Air Force, le président a demandé à son conseiller scientifique, John Gibbon, de déterminer si le film de Ray Santilli sur la créature de Roswell était authentique, et si d'autres films se trouvaient encore dans les archives de l'Air Force. Il semblerait que ce soit le cas, d'après l'enquête effectuée à cette occasion. Eisenman et Manl, Beyond Roswell.
Dans son livre Friends in High Place, Webster Hubbell, ancien responsable au ministère de la Justice, rapporte un propos du président à son endroit: Webb, si je te mets à ce poste à la justice, c'est parce que je veux que tu trouves les réponses à 2 questions pour moi. 1. Qui a tué JFK? Et 2. Y a-t-il des ovnis? Clinton était absolument sérieux. Hubbell entreprit des démarches pour rassembler des éléments sur ces questions, mais ne fut pas satisfait par les réponses qu'il obtint. Lors d'un voyage au Colorado, il interrogea le NORAD, mais l'Air Force lui affirma qu'il n'y avait pas d'ovni. Fateh, mars 1998. Étrange façon, pour un président, de tenter de savoir ce qui se passe chez lui. Son émissaire s'attendait-il à des réponses franches et ouvertes? Clinton semble bien être le seul à ne pas être au parfum. Il est vrai que la renommée lui prête des occupations autrement importantes.